Salut tout le monde, bienvenue pour cette table ronde numéro 98, non je sais pas, sur le métier de data analyst. Encore une fois, on a de super alumni qui sont là pour venir nous donner leur expérience. Et aujourd'hui, ce sera l'occasion du coup de découvrir ce que c'est que le métier de data analyst, de voir à quel point c'est vaste, et puis d'avoir le retour de personnes du coup qui ont fait THP et qui sont devenues data analyst par la suite, qui ont pu exercer ce métier. Donc voilà, aujourd'hui on est en petit comité, les personnes sont un petit peu occupées là avec les projets, on est en bonne journée de projet là, donc les personnes sont un peu en mode ah je suis désolé mais on est à fond sur le projet, etc. Donc du coup on est en petit comité. Sans plus tarder, je vous invite à vous présenter, donc on va commencer par Clara de gauche à droite, comme ça c'est cool. Bonjour tout le monde, du coup moi c'est donc Clara, j'ai fait THP en septembre je crois, fin septembre, et donc j'ai fait la formation data analyst et donc j'ai fait partie de la première promo. J'imagine que là il y a des moussaillons en data. Ouais, je les vois. Voilà, donc voilà, pour la présentation de base c'est ça. Je commence à parler de mon parcours et tout déjà, c'est ça? Ouais, allez, on est lancé, on rebondira et puis les autres personnes se présenteront au fur et à mesure, pas de soucis. Alors du coup, c'est ça. Moi, j'étais prof avant, donc strictement rien à voir, donc professeur des écoles à Paris. Et j'en ai eu marre pour différentes raisons que vous pouvez certainement imaginer. Et donc je me suis dit, enfin, j'étais vachement intéressée par les métiers de la technologie. Moi, mon conjoint, il est développeur déjà. Et en tâtant un peu le terrain, j'hésitais entre le dev et la data. Et en poussant un peu mes recherches, je me suis dit que la data, ça me tentait davantage. Donc pile à ce moment-là, trop belle opportunité, THP qui ouvre une petite formation data, franchement pas très chère. Donc je me dis je vais tester, quitte à me reformer plus tard sur un bootcamp plus cher ou pas. Et donc voilà, de façon un peu impromptue, j'ai fait j'ai fait la formation data analyse, et qui s'est super bien passé. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Et arrivé à la fin des 5 semaines, je me suis dit, écoute, tu projetais peut-être de faire d'autres choses, de te former davantage en data. Mais bon, tu as déjà des choses à mettre sur ton CV, écoute, mets-toi sur le marché. Rien à perdre, quoi. Ce que je disais à Marie, c'est que voilà, moi j'étais vraiment dans une optique où je voulais plus de supérieur. Je voulais vraiment être freelance. C'est vrai que mon CV, il n'était pas hyper glamour en soi, parce que certes, j'avais ma petite formation de 5 semaines, mais avant ça, j'étais prof, ce qui n'a absolument rien à voir. Et du coup, je me suis mise sur le marché. Je me suis dit, si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, en attendant, je continue à me former. Et en fait, j'ai été contactée assez rapidement, donc en janvier, donc juste à la fin des 5 semaines, pour animer déjà une formation pour des étudiants en marketing digital, donc sur les langages Python et SQL, donc les bases du langage. Donc ça va, les bases, je les avais. Et voilà. Et après le néant. Et après le néant, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, j'ai rien eu du tout. J'ai même un peu abandonné, ça m'a un peu démotivée. J'ai arrêté de me former, j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Et là, ce que j'expliquais à Marie et Damien tout à l'heure, c'est que j'ai eu une belle opportunité. Donc en tant que data analyst. Donc c'est ce qu'il y avait sur mon CV. Simplement, on m'a embauché pour animer une communauté autour d'un outil qui s'appelle Tableau Software. Je pense que ça va parler, ou ça doit parler aux personnes qui font la formation. Et voilà, donc animer une communauté au sein de la Direction Générale des Finances Publiques autour de cet outil-là. Et donc en fait, ça m'a vraiment redonné confiance en moi en me disant, ok, le métier de data analyst, c'est pas simplement d'être architecnique, c'est pas simplement d'avoir un très beau CV avec une école d'ingénieur ou un master en statistique ou je ne sais quoi. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment venu me chercher pour ce qui était, pour mes soft skills finalement. Et pour le fait que j'ai eu des compétences en pédagogie, j'ai eu des compétences en animation, et en plus de ça, j'avais mes petits outils en data. Et donc c'est ça qui a plu, c'est ça qui était intéressant. Et donc voilà, j'étais quand même très heureuse de voir que le métier de data analyst ne se résume pas à être très technique.
c'était parfait ce que tu disais, ça nous permettait de rebondir sur la définition de data analyst, parce que tout le monde ne le sait pas forcément ici. Ouais. Et puis Marie, par exemple, tu pourrais peut-être nous dire un peu ce que c'est, et puis ensuite nous parler de ton parcours, pourquoi tu es ici. Voilà. Ok, bah, bienvenue tout le monde. Je peux spoiler direct et ceux qui me connaissent savent ce que je vais répondre. Il y a pas pour moi de définition pour le métier de data analyst. C'est une terminologie qui est assez récente et qui est un peu fourre-tout, qui permet aux entreprises, comme disait tout à fait Clara, dans le cas on est sur du public, mais c'est pareil dans le privé, d'avoir un terme générique, mais pour dire expert de la data et personne qui saura répondre à mes propres problèmes data. Donc on va en détailler ça plus tard et bien sûr répondre à vos questions là-dessus, je peux préciser. Dans mon cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi j'ai à l'origine un parcours assez généraliste. J'ai fait une école de commerce et je savais du coup pas trop quoi faire à la sortie de cette formation. J'avais des stages j'avais travaillé chez Médiamétrie, chez Hachette en tant que business analyst, mais à l'époque ça n'avait pas vraiment de nom et c'était des métiers de gestion comme on appelle aujourd'hui. Et en fait, sans le savoir, je faisais déjà de la data à l'époque. Et j'ai rejoint comme premier job Open Classrooms, qui m'a permis de découvrir tous les métiers de la tech, précisément du dev, de l'IT, de la data, du product management. Et ça m'a donné envie après de passer un peu de ce côté-là. Donc j'ai fait THP Dev, moi, en mars 2020, quand il y a eu la crise Covid. Et j'ai vraiment aimé la journée sur la data, quand j'ai fait THP Dev. Du coup, après ça, je me suis formé dans la data analyse. J'ai découvert que ça existait vraiment. J'ai fait une alternance chez Orange pour me former. Et en parallèle, mon programme pédagogique d'alternance n'était pas assez complet. Donc j'ai proposé à Félix de créer un parcours data analyse parce que ça correspondait super bien en plus à la pédagogie THP. Félix m'a dit écoute, trop cool, on y pensait depuis un petit bout de temps. Et donc c'est moi qui ai créé le parcours pour THP Data. Et depuis, j'ai bossé pour pas mal de boîtes dans la data, Orange toujours, des startups, une ou deux, en tant qu'expert freelance. Et aujourd'hui, je fais du conseil même dans la data. Donc, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis aussi formatrice, en effet, sur la data. Voilà pour moi. Super, merci. Et Damien, je te laisse te présenter. Damien, moi j'ai fait THP, ça va être la session 9 en 2019. À la suite de quoi j'ai été, comment on appelle ça, aspirant. Donc j'ai travaillé pendant 4 mois pour THP, sous la tutelle de Guillaume, pendant que j'étais en Pologne. Donc moi j'ai fait une école d'ingé en France, j'ai fait un double diplôme en management en Pologne, et du coup entre les deux j'ai fait THP pendant l'été. Donc voilà un peu le background. Et derrière j'ai fait mon stage de fin d'études chez Mars, donc la partie pet nutrition qui gère Sheba, Pédigré, César, Whiskas, et je travaillais sur des sujets d'amélioration continue et de transformation digitale. Donc du coup j'étais au plus proche de la data. Et depuis je me suis mis en freelance et je travaille pour eux, et je travaille aussi pour Alcanin, et je leur gère des projets 4.0. Donc j'ai touché un peu à la data analyse, même pas mal, beaucoup de Power BI pour ceux qui connaissent, et un petit peu de Python aussi pour faire leur script. Et là depuis une petite année maintenant je supervise justement plus ces projets-là. Donc je suis plus dans la technique pure, mais j'en ai fait pas mal, voilà. Et tu nous aides, tu animes aussi, t'as relu le parcours data et souvent... Ouais, j'ai relu et je fais le jury, je fais partie du jury pour les data analysts. C'est ça. Donc les petits data analysts là qui sont là, on va au jury. On se reverra à la fin. Okay. Grave. Exigeant les gars, attention. Ouais, mais ça va. C'est un choix de jury quand même. Ça s'est bien passé. Ouais, c'est cool. Et donc, le métier de data analyst, c'est quelque chose qui est, qu'on peut dire, c'est comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de définition. Donc,
ça a un panel assez large et comment dire, souvent quand on y pense au tout début on se dit ah ouais c'est du Python, enfin un gros résumé quoi, ouais, c'est du Python et tout, mais pas forcément. Je pense que vous pouvez confirmer. Ah, mais moi quand j'ai cherché du taf là, j'ai vu mais tellement d'annonces qui n'avaient absolument rien à voir les unes avec les autres. Je me disais mais ce que j'ai appris finalement, est-ce que c'est vraiment le métier, et c'est ce que Marie nous avait dit aussi pendant la formation, c'est que même quand on cherche en tant que data analyst, vu que le terme il n'est pas encore très clair, on peut même essayer de chercher du côté business analyst, du côté vraiment ouvrir vraiment son champ, parce qu'il n'y a pas de définition quoi. C'est ça. Pour moi le mieux et le plus simple, et c'est là où THP en fait a une grosse valeur ajoutée, c'est vous sortez de THP en fait, vous savez, vous avez vu il y a un tweet qui a été assez célèbre, genre la personne a mis dans ses compétences googliser. Et ça c'est chez THP en fait, vous allez vraiment apprendre ça. Et du coup, THP le mode normal, et avec la data analyst, en fait derrière, ce qui va être le plus important, c'est l'esprit de ce que vous allez apprendre et comment on fait quelque chose. Et en fait, une fois que vous aurez votre pseudocode, que vous le codiez en Python, en SQL, ou alors vous allez utiliser du R ou quelque chose, ce sera juste un petit apprentissage à côté, ou même en VBA si vous utilisez de l'Excel. Mais moins vous aurez votre base. En fait, c'est ça qu'essaye de vous inculquer THP via le parcours de base et le parcours data analyst. On vous donne un exemple, mais aujourd'hui Python est très utilisé, mais vous allez pouvoir trouver d'autres stacks, et c'est pas un problème. Et il faut pas que ça soit un problème, il faut pas que ça vous restreigne. Et je pense que Clara c'est un super exemple, c'est-à-dire que 5 semaines, elle se lance quand même sur le marché du travail, puis elle trouve quand même, et puis tu te formes sur le tas. Et je pense que c'est ça qui fonctionne quand même, donc n'ayez pas peur non plus. Hein. D'autant plus que c'est un métier super nouveau, quoi, et il n'y a pas trop de règles, donc en fait, c'est une raison de plus pour ne pas perdre de temps à se lancer et se dire bon, ok, en fait, ça va, c'est pas comme si on devait être, je sais pas, chirurgien, c'est un peu un exemple extrême, mais il n'y a pas de normes beaucoup trop définies pour que ce soit trop compliqué de s'insérer dans le métier, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé avec THP, c'est qu'en fait, sur la formation data, c'est que on survolait. Alors, ça peut paraître péjoratif comme ça, mais on a survolé vraiment énormément d'outils. Mais au moins, quand derrière tu décides de te former davantage à la data, tu sais quoi travailler. C'est-à-dire que si j'avais décidé de me former en autodidacte, j'aurais pas trop su quel chemin prendre, quel outil travailler en premier. Et là, finalement, tu survoles tout. Techniquement, Tableau Software, on en aura fait une journée ou deux durant la formation. Là, ça va être un peu au cœur de la mission que j'ai. Mais je sais que c'est ça que je dois travailler, parce que je sais que ça peut être recherché dans la data. Tout comme d'autres outils, que ce soit Power BI, du Python, du SQL. Il y a des missions qui sont full SQL. Et au moins, en tout cas, tu as survolé un peu tout ce qu'il y avait, tous les outils principaux qui sont demandés pour les métiers dans la data. Donc ça, c'était chouette. Et pour revenir à la question de Jocelyn, qui était qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le métier de data analyst. En fait, c'est un peu le parent pauvre de la data, ce métier-là, alors que je pense que c'est aujourd'hui un des plus demandés. Du coup, juste parce qu'il n'est pas bien défini, et comme je vous le disais au début, c'est une catégorie fourre-tout, mais du coup, il se définit par opposition aux deux autres métiers. Donc celui qui est vraiment en amont, qui est data engineer. Donc là, on est sur les développeurs de la data, ils sont appelés les data engineers, et c'est eux qui vont s'assurer de tout mettre en place, tous les outils techniques pour collecter et stocker les données d'une entreprise. Donc eux, clairement, ils doivent construire ce qu'on appelle des pipelines de données. Donc ils sont vraiment, c'est l'étape 1 dans la chaîne de la donnée. Et après, on a un métier aussi que vous devez connaître et dont on a beaucoup parlé dernièrement, qui est les data scientists. Donc eux, c'est les mathématiciens plutôt de la donnée. Ils vont construire des modèles et des algorithmes pour essayer de faire gagner de l'argent ou du temps à l'entreprise en fonction de cas d'usage bien précis. Mais là, on est plus dans une logique de chercheur et d'exploration. On est sur, pour le coup, la fin de la chaîne de valeur, et c'est vraiment pour faire gagner à l'entreprise en valeur. Mais au milieu de ces deux pôles que je viens de citer, data engineer et data science, il y a tout un tas de besoins qui sont souvent qui viennent des métiers, et c'est pour ça qu'il y a une énorme place
Et là, c'est les data analysts ou experts data, vous appelez ça comme vous voulez, consultants data, freelance data, qui sont en charge de en fait dialoguer avec les métiers et répondre à leurs questions et leurs questions qui sont aussi diverses que vous pouvez imaginer, quoi. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de vraies réponses parce qu'en fonction du secteur, du type d'entreprise, des outils, on va avoir des choses tout à fait différentes. Et il faudra que en fait les tâches du data analyst s'adapteront et seront tout à fait différentes aussi. Est-ce que peut-être Jocelyn, ça pose des questions dans l'assemblée ou tu préfères qu'on continue comme ça? On peut continuer comme ça. En général, les questions, c'est plutôt à la fin. Après, parfois, en plein milieu, ça permet de rebondir et de partir sur quelque chose. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de questions. Donc, ouais, peut-être on peut, du coup, pour illustrer ce qu'on a dit, peut-être Damien, tu peux détailler les outils que toi, tu as utilisés pendant tes expériences et Clara aussi, et je dirais les miens. Comme ça, on verra un peu le panel de techno qui peuvent intervenir. Yes. Alors, du coup, moi, c'est un petit peu différent. Je travaille dans l'industrie. Donc, directement, je suis dans un centre de production. Hein. Et donc, par exemple, la définition que vient de faire Marie, j'ai un petit peu aussi de temps en temps ce rôle-là. C'est-à-dire que je vais sur la ligne et je vais regarder où est-ce que j'ai des capteurs ou des débitmètres où je peux récupérer les données. Après, je vais voir les électros où je leur dis, vous me codez ça. Je vais voir l'informaticien en me disant, tu vas me l'enregistrer dans telle base de données parce que je vais en avoir besoin. Et après, moi, je fais mes extracts, je fais mes rapports, etc. Et puis après, je présente, par exemple, au management en disant, là, c'est ça notre cause des 5 premiers rapports, etc. Ça, c'est ce que je fais un peu, au-delà de superviser d'autres gens qui le font. Et alors, comme outil, moi, ce que j'utilisais beaucoup, quand on sait pas, on utilise Excel. Donc là, avec du VBA, codé en VBA. Je faisais un peu de Jupyter parce que ça va un peu plus vite avec du Python. Jupyter Notebook, mais bon, c'est du Python, oubliez Python. Et sinon, tous mes rapports, je les fais en Power BI. Et tous les rapports qu'on a chez Mars maintenant sont faits en Power BI. On n'utilise pas trop Tableau, c'est juste on a la suite Microsoft, donc c'est tout Power BI. Pour la stack techno, maintenant le projet que je supervise là, on utilise toute la stack Azure. Et voilà. Après, au métier, je touche aussi du coup à de l'infra parce que ça fait un métier de data engineer. Hein. Ils ont pas trop de data engineer, data analyst, data scientist. Tu fais à peu près dès que t'es à la data, tu touches à tout. Donc voilà un peu les stacks techno que j'ai. Donc faut connaître aussi du SQL. Faut connaître un peu de réseau, faut connaître de l'infra. Donc le réseau et l'infra, là je l'apprends sur le tas. Je connaissais rien du tout là-dessus, t'apprends sur le tas. Et puis t'apprends vite. Et puis les gens ils te font dès que t'as identifié les ressources qui connaissent ça, voilà. Et le but c'est d'être le lien entre tous en fait. Le but c'est vraiment ça, c'est d'être le lien entre le métier et la partie infra ou data. Je sais pas si c'était très clair. Hein. C'était un peu fouillé. Nickel. De toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez toujours les écrire et on y répond au fur et à mesure, pas de souci. À toi, Clara. Alors moi, du coup, j'ai pas travaillé dans une entreprise à proprement parler qui m'a permis d'utiliser pas mal d'outils. Mais j'avais fait pour donner un exemple aussi, j'avais fait quelques entretiens avec Veolia, qui cherchait quelqu'un à plein temps à Paris, donc dans tous les cas, c'était pas possible. Et eux, par exemple, je sais qu'ils travaillaient principalement sur l'environnement GCP, donc Google Cloud. Donc ils utilisaient pour le coup tout ce qui était Google BigQuery, donc du SQL, et Google Data Studio. Donc voilà, aussi selon les entreprises, les outils peuvent varier. Et puis là, voilà, donc là, comme je le disais, on va plus être focus. Je vais être vraiment sur de la visualisation principalement. Sur des données qui sont déjà toutes bien rangées, toutes bien traitées, et on va vraiment s'attarder à la visualisation et à comment on utilise donc l'outil Tableau Software, qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, comme je le disais, un outil de visualisation. Donc des outils qu'on voit aussi dans la formation. Trop bien, merci Clara. Et pour moi, dans mon cas, alors je vous disais au début, quand je faisais mes stages plutôt en business analyst, j'utilisais soit Excel, soit des logiciels propriétaires. Aussi, parfois, les entreprises, elles développent leurs propres trucs. Et en fait, là où souvent on appelle vraiment le métier, on commence à l'appeler data analyst, c'est quand Excel est plus suffisant.
Donc quand je suis rentrée chez Orange, j'étais dans une branche avec pas mal de chercheurs, statisticiens. Là, on utilisait R, qui est le langage un peu préféré des chercheurs et des académiciens. C'est l'équivalent de Python, hein. C'est juste que c'est plus ancien ou au moins c'est plus spécialisé analyse de données. R avec RStudio, RShiny, il y a tout un tas de packages intéressants. Après, j'ai bossé pour une startup où là, il fallait tout construire, leur stack data. Donc, j'ai aussi mis les mains dans GCP, ce que tu disais, Clara, BigQuery. Donc, avec besoin de connaître SQL et les nouveaux outils, DBT, Python, pour gérer tout ce qui est entrepôt de données. Donc, en effet, c'est ce que disait Damien aussi. Même quand on veut rester sur des tâches d'analyste, on arrive forcément à devoir un peu s'intéresser à ce qui est fait en amont et à regarder côté architecture, infrastructure de données. Donc voilà, sinon j'ai fait des projets un peu sur Power BI, Tableau et tous les outils parce que non seulement ça dépend des entreprises, comme tu disais Clara, mais en plus ça évolue super vite et les entreprises sont en train de... Par exemple chez Orange, quand j'y étais, on a dû migrer toute notre donnée sur Google. Alors qu'avant, on travaillait sur des outils internes et les outils des GAFAM sont devenus tellement plus puissants que je pense la majorité des entreprises vont migrer dessus. Et donc, du coup, voilà, il y a aussi ce fait de toujours rattraper et être sur les meilleures technos. Et comme elles évoluent plus que dans l'année, faut changer en permanence et s'adapter. Donc, ouais, sur les outils, on est sur un truc très large. Mais ça, c'est vrai que je trouve que c'est ce qui est sympa finalement dans les métiers de la data et dans la tech, je crois, de façon générale, c'est que vu que c'est en perpétuelle évolution, moins t'es sûr que tu vas jamais t'ennuyer. Dans le sens où t'as toujours à te mettre à jour, toujours à apprendre de nouveaux outils. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. C'est intéressant. Par contre, c'est bien ça qu'il faut dire, hein, Clara, c'est qu'il faut constamment se former, et il faut toujours rester un petit peu alerte à toutes les nouveautés, sinon tu finis vite obsolète, on va dire. C'est ça. Oui, c'est vrai que le côté un peu moins positif, c'est que du coup c'est super exigeant comme domaine et typiquement, ouais, comme dit Damien, faut toujours être à l'affût. J'avais rencontré moi le Head of Data de Salto et c'était trop marrant. Déjà, il a que 28 ans. Et je lui disais, mais comment tu fais pour être déjà à ce niveau-là et tout? Et il disait, c'est simple, je passe ma vie à genre mes journées littéralement à regarder ce qui se fait aux US. Ils ont 10 ans d'avance ou 5, enfin voilà, globalement sur la France. Et grâce à ça, j'apprends tous les jours sur le tas les nouvelles technos de la data pour toujours rester au bon niveau. Et c'est vrai qu'il assumait que c'est hyper épuisant et faut être à fond, quoi. Mais en même temps, c'est challengeant. Ouais, carrément. Je crois qu'il y avait des questions dans les écrits. Exact, ouais. C'était pour j'ai que le pseudo qui me vient, pour Damien. Adrien qui demandait l'analyse des capteurs, quel genre de données tu récupères et comment tu les traites. Alors quel genre de données? Ça peut être hyper large. Ça peut être par exemple, alors nous ici par exemple à Ernalsheim on crée des pochons pour donner à manger aux animaux, ou alors des barquettes. Donc par exemple des compteurs de combien tu produis, soit par heure, soit par équipe, en fonction de ce que tu veux. Donc c'est ça en fait. Donc là, ou alors là on est en train d'installer des caméras pour faire des contrôles à 100%. Voilà, les caméras sont installées, ok, à partir de ces caméras, on va essayer de récupérer un compteur. Et après, comment je les traite, c'est encore, ça va être en fonction, on en revient au métier en fait. Ça va être en fonction du besoin. Aujourd'hui, par exemple, on a des débitmètres avant nos fours. Ces débitmètres, ouais, ok, ils sont là. Et du coup, comment je veux traiter la donnée, ça va être à moi de le définir. Par exemple, moi, je veux savoir combien j'ai produit sur un batch. Donc du coup, je vais demander à Electro, là, le débitmètre, est-ce que tu arrives à te connecter dessus dans l'automate? Et derrière, est-ce que tu peux me faire un petit programme et me trouver un point, genre, c'est quoi le déclenchement du fait qu'on change de batch? Et du coup, quand on change de batch, je veux que ce compteur-là, il retourne à 0 et qu'il soit enregistré quelque part pour que la partie informatique, elle puisse récupérer cette information-là dans le bon timing et l'enregistrer dans la bonne base de données.
Et derrière, moi je vais m'en servir pour dire, oui, sur ces tailles de batch, on a produit tant, on a fait tant de kilos, on a sorti tant de pochons, du coup, on a tant de pertes. Comment est-ce qu'on peut optimiser ça? C'est un cas d'usage en fait, ça va vraiment dépendre tout va dépendre en fait du besoin derrière. En fait, ce qui va dans la data analyse, tout ce qui va driver, c'est le besoin. Que les données, on peut en faire ce qu'on veut, on peut faire plein d'analyses dessus, mais si ça répond pas à un besoin, il n'y a aucun intérêt. Le but, c'est apporter de la valeur ajoutée au client. Du coup, il faut se baser toujours sur le besoin client. Et en fonction du besoin client, là, tu viens faire ce que tu as à faire. En gros, c'est l'idée. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors peut-être, vu qu'il a levé la main, je me permets de l'inviter à parler pour être sûr. Ouais. Salut tout le monde. Ouais, vas-y. Ouais, t'as répondu un peu à la question, mais plus généralement, ce que je voulais savoir, du coup, c'était comment définir, comment tu définis au début ce que tu vas analyser, où tu pars, t'analyses tout et après t'en fais, tu te dis, tu trouves une conclusion après, ou tu dis, ou tu sais à l'avance ce que tu vas chercher en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça va dépendre en fait. Ça va dépendre. Si on a déjà, en gros, ce qu'il faut faire dans une usine, mais en fait partout, toujours appliqué Pareto, c'est-à-dire il faut tacler il faut faire 20% d'efforts pour tacler 80% de problèmes. Ou alors tu te dis c'est quoi, qu'est-ce qui nous coûte le plus dans l'usine? Toi typiquement, les finances de l'usine, elles vont dire j'ai tant en entrée, tant en sortie, ça me fait tant de pertes. Ok, où sont mes pertes? Et après tu essayes d'affiner. Là tu commences à mettre des capteurs, à splitter ton usine en trois, par exemple, genre l'entrée, la transformation et puis ce qui sort. Puis tu dis finalement ce qui me coûte le plus cher là-dedans, c'est la transformation. Ok, la transformation, tu splits encore et tu splits pour savoir où est-ce que tu vas avoir gagné des sous. Et du coup derrière, c'est là où vient ton besoin. C'est-à-dire que là on se rend compte que entre là où on dose nos pochons et où on crée l'émulsion, là on a un gap et on sait pas d'où il vient. Ok. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a déjà des choses existantes sans racheter des capteurs, sans racheter, parce que souvent, de toute façon dans les entreprises, le but c'est de faire au coût le plus petit. Donc si tu as déjà des capteurs, tu vas pas en racheter d'autres et tu essaies de voir comment tu fais. Ouais, c'est vraiment, ça va dépendre du cas d'usage. Ok, merci. Mais souvent tu as assez déjà de données pour te dire ok, c'est par où, et si t'en as pas assez, faut en créer. Voilà. Ok. Et le plus important, c'est ce que disait vraiment Damien au début, c'est première étape, comprendre quel est le besoin du métier, donc de la personne à qui tu vas fournir ton analyse. Donc pour ça, vraiment poser un maximum de questions, relier ce besoin qui est exprimé à surtout un objectif. Donc ok, là tu es en train de me dire, je sais pas, que tu n'arrives pas à avoir, par exemple, chaque mois, le nombre de ventes réalisées par tes commerciaux. Imagine, c'est le directeur commercial d'une entreprise qui te dit ça. Toi, tu vas dire, ok, je comprends à peu près, mais derrière ce que tu es en train de me dire et ce point de douleur, quel est l'objectif? Pourquoi tu aimerais avoir chaque mois? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment chaque mois que tu le veux? Sous quelle forme tu le veux? Et à quoi ça servirait? Et est-ce que la personne va répondre, est-ce que c'est relié finalement à un objectif même stratégique au niveau de la boîte? Donc tu t'assures que ce qui est exprimé a vraiment du sens et, comme disait Damien, produit de la valeur ajoutée. Et après, toi, une fois que tu as ce genre de mini cahier des charges, tu vas pouvoir mener ton analyse, essayer de dégager des indicateurs et tout, en fonction de ce que t'as donné le métier. Mais il faut toujours partir, par rapport à ta question, Adrien, il faut jamais partir, genre on m'a donné un jeu de données et je vais aller explorer dans tous les sens, parce que ça, tu es quasiment sûr que ça apportera rien et que tu seras pas, en tout cas, en train de résoudre un problème existant qui est lié en plus à la stratégie actuelle de l'entreprise. Tu pourras en fait soit résoudre quelque chose qui n'est pas vraiment problématique, soit résoudre un problème qui soit est beaucoup trop tard, soit est beaucoup trop tôt vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise et du coup pas apporter de valeur ajoutée. Ok. Donc l'intérêt c'est vraiment d'aligner tout ça, quoi. Et c'est possible le but, c'est de situation où vous n'avez pas de data pour le sujet en question. Ouais. Et du coup il y a tout à faire. Alors, moi dans mon cas ça arrive constamment. Et du coup il y a tout à faire. Mais du coup ça aussi c'est frustrant parce que tu as envie de faire plein de trucs mais tu peux pas. Et c'est là où du coup faut être très présent sur le terrain et faut bien comprendre les limites en fait de ce que tu as et de ce que tu peux avoir, tu vois. Parce que dit
Il dit oui, j'ai telle donnée, j'ai telle donnée, j'ai telle donnée. Tu dis bah oui, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Puis quand tu check, en fait, il les a pas et du coup, tu peux pas faire ce que t'as annoncé. Mais vraiment, pour revenir un peu sur ce que disait Marie, vraiment, les en plus, quand vous êtes face au client, donneur d'ordre, peu importe comment vous l'appelez, souvent le vrai besoin, il est rarement exprimé. Il va falloir aller le creuser. Il va falloir aller le creuser. Je crois que c'est une et donc pour aller le creuser, vous avez plein de méthodes. Hein. Vous avez les 5 pourquoi, etc. Je crois qu'il y a un superbe exemple avec les colonnes d'un temple grec de je sais plus où ils avaient un problème sur leur pilier en fait qui se dégradait et personne avait vraiment fait une analyse poussée, avait poussé en fait les choses. Et en fait, ils se sont rendus compte en faisant les 5 pourquoi, en poussant à fond, qu'il fallait juste éteindre les lumières parce que les lumières ramenaient des insectes et du coup les insectes, bah les gens, l'entretien utilisait un tel produit pour enlever les insectes et ce produit-là éclatait les poteaux et juste le fait d'éteindre les lumières la nuit, ça résolvait le problème. Et ça, on est dans le 5 pourquoi, toujours demander pourquoi et essayer de trouver soit la route cause, soit le besoin. En fait, on est sur la même démarche. Et c'est ça qu'il faut faire avec le client. C'est-à-dire que lui, il va te demander ça, mais finalement, quand tu vas demander pourquoi, c'est un autre problème qui va vouloir résoudre. Ok. Intéressant, merci. Merci, on peut reprendre le fil normal maintenant. Merci beaucoup. Et par rapport à ta question de est-ce que les données, parfois on n'en a pas, en effet, c'est presque la majorité des cas. Et au-delà de ça, le plus fréquent encore, c'est quand on a des données mais qui sont pas propres et qu'il faut retravailler. Donc ça, c'est ceux qui sont en formation, qui l'ont été, le savent, mais la majeure partie du temps d'un data analyst, c'est d'essayer de nettoyer ces données et de faire en sorte qu'on puisse dégager de la valeur des données qu'on a à disposition. La plupart du temps, quel que soit le type de données, en fait, elles comportent des erreurs, des biais, des problèmes, et le rôle vraiment d'un data analyst, si pour une fois on peut essayer de harmoniser ça et dire qu'ils font quand même souvent la même chose, c'est cleaner en fait les jeux de données à disposition et extraire de la valeur de ce qu'on a à disposition. Du coup, ça me fait penser à une autre question, c'est est-ce que ça peut vous arriver de vous tromper en fait et d'indiquer à l'entreprise une mauvaise... Parce que si vous avez pas, si les données que vous nettoyez sont... Enfin, je sais pas, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Peut-être Damien ou Clara, donnez votre avis, parce que moi, je viendrai après, ils le connaissent déjà. Ouais, après tu fais le but, et c'est ce que je dis même quand je fais des fois des confs pour la formation data analyst, c'est toujours du coup de faire des allers-retours avec ton client et valider aussi si ça paraît cohérent avec la réalité. En fait, toujours se rapprocher, être en super contact avec le client et surtout être en contact avec le terrain, avec le métier. Voilà. Par exemple, quand je suis arrivé au tout début chez Royal Canin, sur un projet que je devais mener, il y avait déjà des analyses de données qui avaient été faites, et les analyses de données a été faites par une boîte qui fait de la data analyse, mais qui n'y connaît rien au monde industriel, et en fait, les données, du coup, ce qu'il en retirait, c'était complètement incohérent. Moi, en tant qu'ingénieur, je savais que c'était incohérent avec ce qu'ils annonçaient. Et du coup, si tu commences à avoir des choses incohérentes, du coup, tu commences à douter sur toutes les données que tu vas avoir. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant, du coup, de se rapprocher du métier et d'être hyper pragmatique. Le but, c'est d'être pragmatique. Et c'est là où, du coup, tu vas faire, même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Le but, c'est d'échanger très vite. Et de toute façon, dans le monde de l'entreprise, tout le monde fait des erreurs. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de pas avoir peur, de demander est-ce qu'on est bien ça, est-ce que mes hypothèses sont bonnes, de bien valider ces hypothèses, etc. C'est surtout ça en fait. Et du coup, finalement, Adrien, tu vois, il n'y a pas vraiment d'erreur parce qu'il n'y a pas de vérité dans la data. On parlait de ça avec les moussaillons actuels. En fait, c'est toujours exactement ce que vient de dire Damien. Ça dépend toujours de la perspective de la personne concernée. Donc, en l'occurrence, le client ou le métier avec qui tu travailles. Et c'est vraiment lui qui va te dire quel est son problème et comment il voit sa réalité. Mais toi, tu es juste là pour
t'adapter et essayer de trouver des modèles dans le cas de la data science ou des solutions, des réponses dans le cas de la data analyse en lien avec sa vision des choses. Mais c'est quand je dis il n'y a pas de vérité, pour te donner un exemple précis, souvent, par exemple, dans un jeu de données d'une entreprise, on en parlait la dernière fois avec les moussaillons, l'âge, tu vois, il est souvent mal rempli. Donc t'as toujours t'as souvent des données aberrantes du style des mecs qui ont 150 ans parce que ça les a saoulés et ils ont mis genre qu'ils étaient nés en 1850. Du coup, ça va être à toi, en tant que data analyst, de dire, ok, comment on fait, genre... est-ce qu'on part du principe que tout mon jeu de données est foutu et du coup on oublie l'âge, ce qui est pas ouf parce que du coup tu perds quand même vraiment un truc qui peut être assez intéressant. Mais du coup comment on essaye de spotter les mecs qui ont rempli n'importe comment. Donc déjà c'est sûr tu vas les regarder entre 90 et 150 ans et là tu vas essayer de trouver une règle. Bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les vire tout simplement du jeu de données? Est-ce qu'on leur donne l'âge moyen? Est-ce qu'on leur donne l'âge médian? Est-ce qu'on essaye d'aller regarder leur consommation et du coup de déduire de leur consommation, faire quelques petites règles pour leur donner 20 ans parce qu'ils ont l'air de consommer comme des ados ou alors 40 parce qu'ils ont l'air d'être plutôt adultes. Donc tu vois, tu vas créer tout ce tas de règles et c'est ça qui va rendre ton analyse pertinente ou même ton modèle de data science intéressant. En fait, c'est seulement cette étape-là qui valorise, comme je disais tout à l'heure, tes données. Mais du coup, à mon avis, tu es d'accord avec moi que on n'est clairement pas dans le monde scientifique de la vérité comme on l'apprend à l'école, quoi. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Et surtout, le but, c'est d'exposer à tes clients les hypothèses que tu as prises. Qu'une fois que tu as pris les hypothèses, si tu dis, bah, moi, ça, avec ces hypothèses-là, j'ai ce résultat-là, bah, quelqu'un va dire, ok, bah, en fait, peut-être cette hypothèse-là, non, elle est pas juste, tu vois. Fait, ok, bon, bah, là, je revois et il faut juste expliquer au client. Mais c'est voilà, c'est ce que dit Marie. C'est en fait là tu regardes les faits, du coup il n'y a pas forcément vérité ou pas vérité qui est de l'interprétation. Là tu regardes juste les faits, tu fais voilà, à partir de cette hypothèse là, j'ai ces résultats là. Et normalement, par contre, si quelqu'un qui fait exactement les mêmes hypothèses, exactement les mêmes règles, tu lui donnes juste ton jeu d'hypothèses, normalement il est censé tomber sur les mêmes résultats. En gros, à peu près. Hein. Et c'est même pas sûr ça. Bref, excuse-moi Clara, vas-y. Ok. Non, juste par rapport à ce que disait, ce que disait Marie et ce que disait Fabien aussi. Moi, il y avait un mot qui m'avait vachement marqué durant la formation. C'était le mot aussi pragmatisme, où vraiment on fait avec ce qu'on a, on fait des allers-retours avec les données qu'on a. Enfin voilà, par rapport à l'âge, il y a aussi des décisions à prendre, comme tu disais. Est-ce que je vire toutes les données, est-ce que je les garde? Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant dans le métier, c'est de s'adapter en étant pragmatique, quoi. C'est ça, il te faut un esprit critique, assez fort. Ok, et là, je monopolise les questions du coup. Pour l'instant, avec toi. Donc par exemple, ouais, désolé, je crois que c'est Clara c'est Clara. Quand tu es rentré dans ton entreprise, tu as été capable de donner des analyses au bout de combien de temps? Enfin, ils t'ont laissé combien de temps pour aller pour te laisser travailler? T'as été efficace dès le début? Non, alors du coup, moi, c'est ce que j'expliquais, c'est que finalement, de par mon parcours et de par le CV que j'ai et les compétences que j'ai, les études que j'ai faites, etc. Moi, les métiers que j'ai trouvés dans la data n'étaient pas finalement des métiers où j'ai eu l'opportunité de manipuler concrètement des données. Alors, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Mais avec le CV que j'ai sorti, c'est pas ce qui a attiré les clients, on va dire. Ils ont cherché d'autres compétences, donc j'ai pas eu à faire ça en fait encore finalement. Ok. Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut quand même te répondre, Adrien. C'est super lié avec ce qu'on disait juste avant. En fait, on va te laisser présenter ton analyse directe parce que l'idée, de toute façon, c'est toujours de fonctionner par itération. Donc ça sert à rien s'il y a des développeurs dans l'assemblée, vous connaissez ça par cœur, mais c'est encore pire en data parce que, comme ce que vient de vous dire Damien, ça sert à rien de te laisser pendant 6 mois parce que c'est à peu près sûr et certain que ton analyse, elle aura plus rien à voir avec le problème en question. Donc on va te dire, un data analyst classique, on va lui dire, écoute, voilà à peu près mon problème, il y a une demi-heure de réunion avec le métier ou client. Et après, c'est genre 3 jours après ou même parfois la journée d'après, que le data analyst il arrive et il va présenter
un premier tableau s'il s'agit d'un tableau, des premières visualisations, et pour direct avoir en fait un aller-retour. Moi, en startup, c'est souvent avec le CEO que tu travailles, et pour tout de suite savoir si le CEO, il trouve ça génial, c'est pile ce qu'il voulait, ou en fait, il avait mal compris lui aussi son besoin, ça répond pas du tout à sa problématique. Donc vraiment, toujours fonctionner en aller-retour sur des petites itérations pour le coup, je pense encore plus petites que celles qui peuvent exister dans le monde du dev, et genre en permanence revenir et peaufiner le produit qui en fait est plutôt des analyses. D'accord. Donc il n'y a pas de, y a pas, tu es direct opérationnel pour le coup, parce que encore une fois il y a pas de vérité, il n'y a pas un meilleur data analyst, genre c'est plus quelqu'un qui va avoir l'habitude et qui va savoir comment raisonner, plutôt que quelqu'un qui est super rapide en Python. Donc on n'est pas du tout dans une question de timing. C'est là où peut-être ça différencie du dev. Je pense qu'au bout d'un moment, un très bon dev, c'est aussi quelqu'un de hyper efficace qui peut dérouler. Encore que vous me direz ceux qui sont là. Je pense en vrai c'est lié aussi. Mais en data, en tout cas, on s'en fout du temps que tu vas prendre tout seul après dans ton coin à faire tes développements. D'ailleurs, on s'en fout même de l'outil que tu utilises la plupart du temps. Ce que la personne va être intéressée, c'est le raisonnement, les hypothèses et le visuel final, quoi. Comment tu le défends et à quoi ça ressemble. Ok. Ok, merci. Vous avez donné une bonne idée du métier que je ne connaissais pas. Super. Bon, une autre question qui vient. Je sais pas si vous êtes déjà inspiré sur quelque chose ou si on laisse place à la question. Allez, go. Let's go. Vas-y. Question de Hello. Klaus. Salut. Salut. Alors moi, ma question, c'est, du coup, lors de la présentation des résultats, j'ai entendu dire qu'il fallait vendre ses résultats, faire un show de ses résultats. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui et non, en fait. Et c'est là où c'est tout le point, et on en revient un peu. Je dis que le plus important, c'est le besoin, et on en revient à ça, et ça va être le client et quelle audience tu vas avoir. Donc, en fait, il va falloir que tu adaptes ta présentation à ton client. Et donc si ton client il aime, tu sens qu'il a besoin de voir des trucs, tu as lui besoin de lui mettre des paillettes dans ses yeux, tu vas lui mettre des paillettes dans ses yeux. Si en face de toi t'as un mec comme moi, tu me mets des paillettes, des trucs comme ça, c'est bien, mais moi il va me falloir de la data, du concret et pragmatique, tu vois. Il va falloir vraiment que tu t'adaptes au client. Tu feras pas la même présentation à Marie, tu feras pas la même présentation à Clara ou à moi, tu vois. Faut vraiment t'adapter. Mais du coup, si t'as les trois en même temps, c'est là où faut jouer un peu. Mais ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre du contexte et de qui t'as en face de toi. Le but, c'est de toujours te dire, ok, mon client en face de moi, c'est quoi ses attentes? Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il veut voir? Et c'est là où c'est un petit peu fin, et c'est là où aussi, du coup, on n'en revient pas que c'est pas que du technique. T'as besoin d'avoir des j'ai pas le mot, des soft skills. Moi, j'ai pas le mot français. Compétences douces. Des soft skills. Des compétences douces. Je vais le laisser en soft skills alors. Ouais. C'est moche, compétences douces. Ouais, c'est clair. Bref, il faut développer des compétences en communication un peu, quand même, pour ça. Parce que tu peux avoir la meilleure analyse que tu veux, si tu l'as fait d'une manière pragmatique, et qu'en fait, t'oublies par exemple le coût, et qu'en face de toi, t'as un financier qui, lui, il s'en intéresse que le coût, tu vas pas faire grand chose. Ou alors, pareil, si en face de toi, t'as plus un technicien, et lui, il s'en tape des coûts, et que tu vas lui présenter que l'aspect financier, il va être content, mais ça va pas l'intéresser. En fait, en quelque sorte, le résultat est le même, mais la présentation sera différente, histoire de lisser... Mais alors ça, c'est vrai pour la data analyse, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Ouais. Il faut toujours se mettre qui t'en en face de toi. Ok, ça marche. Voilà, c'était tout pour moi. Ce qui est très important dans la data, c'est d'arriver à vulgariser. En fait, c'est quand même, on parle de concepts statistiques qui peuvent, des chiffres même, tout simplement. Ça peut être assez pénible pour certaines intelligences. Et l'idée, toi, c'est justement de démystifier tout ce que ça comporte de pénible pour ton audience, de manière générale, et d'essayer de raconter une histoire. Tu vois, plus que faire le show, c'est essayer de captiver ton audience qui, de manière, disons, générale, va être assez fatiguée. Faire du storytelling, ouais. Voilà.
Parce que tu vois, tu avais raison, Damien, de parler de finance, typiquement, présentation des résultats financiers, je pense qu'il y a déjà les 3/4 des gens qui ont envie de se tirer une balle. Donc, plutôt que d'expliquer le pourcentage de croissance, etc., c'est comment tu arrives à bien vulgariser ce que tu as à dire et à fixer des messages clés et à les visualiser avec des représentations graphiques. En fait, c'est un mélange de support visuel et toi, ton intonation, ce que tu racontes, qui va permettre aux gens d'être intéressés et en fait de retenir certaines choses plus que des chiffres que de toute façon tu pourras envoyer via d'autres. C'est pas le principe d'une présentation, c'est pas de envoyer un Excel, parce que envoyer un Excel, c'est un mail qui sera le plus efficace, tu vois. Ouais, ok. Et puis tout à l'heure, Pardon. T'as des très bons bouquins là-dessus. Alors t'as la méthode Zen, comment bien faire des bonnes présentations, et t'as la méthode en Z, c'est en 9 étapes. Et justement, le point central, c'est ton audience. Tout va dépendre de ça. Mais oui, elle a bien résumé, Marie. Si t'as en face de toi, t'as que des matheux, bah ouais, tu vas leur parler de médiane, bon, ils vont savoir. Si en face de toi, t'as pas forcément des matheux, tu vas leur dire, bah alors plutôt, ça représente à 50%. Il y a 50% des gens qui ont plus que ça, 50% qui ont moins que ça, tu vois. Là, ça va plus leur parler. Si tu leur parles de médiane, ils vont faire, ah putain, mes cours de maths de 3ème, la médiane, c'est quoi déjà? Mais ouais, Marie a bien résumé. Et puis j'ai une autre question, du coup, pendant que j'y pense. Tout à l'heure, vous disiez que vous marchiez en itération, c'est-à-dire que vous faites constamment des check-ups pour voir si vous êtes dans le bon. Et du coup, j'aimerais savoir en pourcentage, vous résumez votre activité à combien de pourcents, c'est-à-dire dans la partie réunion, communication, etc., représente combien de pourcentage de votre boulot, et également l'analyse de données, tout ça, enfin la partie plus concrète, pratique, représente également combien de pourcentage de votre journée, ou peut-être juste du boulot en lui-même pour une présentation, pour une donnée clé, en fait, ouais, ça représente combien de pourcentage? Alors moi, je peux te donner du coup le point de vue, on va dire, je vais me poser en tant que client, vu qu'aujourd'hui je gère des projets et je supervise des gens qui font ça. Du coup, je vais me poser plus en tant que client. Moi, je fais des revues. En fait, j'ai pas mal de projets, du coup, j'essaye de les revoir toutes les semaines. Mais je sais que il y a 1 ou 2 ans, quand faisais plus le métier, on va dire, data analyst, dès que j'avais des nouveaux résultats, tous les 2-3 jours, j'étais là, ah, regardez, j'ai tenté ça, on a eu ça comme résultat. Pour moi, c'était dès que tu avais une information pertinente à partager, quelque chose à partager. Si au bout d'une semaine, il n'y a rien de plus qui a été fait, etc., je vais pas faire de communication, ou alors juste dire, bon, bah, il n'y a pas grand chose qui a été fait pour telle raison. Mais dès que tu as une information un peu plus pertinente qui va apporter de nouvelles infos, bah, c'est là où tu vas la partager. Donc après, parler en pourcentage, ouais. Moi, je sais que avec mes équipes, j'ai 1 heure par semaine, 1 heure par semaine par projet, donc je sais pas, ça fait 5-6 heures par semaine de revue de ce qu'ils font, quoi. Ok. C'est une question super dure, parce que comme on le disait au début, en effet, le métier de data analyst, ça n'a pas de sens en tant que tel. Mais pour te répondre, parce que je pense que c'est quand même intéressant comme question, c'est ça qui va vous donner une idée un peu plus précise. On va prendre dans les grosses startups, c'est quand même elles qui utilisent le plus ce terme-là, vraiment, de data analyst, où il y a des équipes data, donc soit qui sont centralisées avec que des experts data, soit décentralisées. En fait, les data dépendent des métiers. Donc ces startups-là, souvent, il y a quand même entre 200 et 1000 personnes dans la boîte. Parce qu'en effet, il faut une certaine structure pour avoir déjà développé de la data. On peut dire qu'il y a plusieurs data analystes. Donc pour te donner des exemples, c'est comme ça que ça va fonctionner chez Le Bon Coin, Doctolib, enfin ce genre de boîtes. Et dans ces boîtes-là, donc tu as plusieurs data analystes, et en fait, la vie, le quotidien un peu d'un data analyst, je pense que c'est genre un tiers. Un tiers où tu fais vraiment, tu utilises des outils, donc soit de programmation, soit de visualisation, donc soit tu codes en Python, en SQL, soit tu fais du Tableau, du Power BI. Un tiers où tu fais des réunions avec les métiers, comme on disait, pour comprendre le besoin, et donc en fait, tu parles à des gens, quoi.
et un tiers où là, tu es vraiment sur l'aspect communication de tes résultats. Donc, soit tu fais des présentations, soit tu fais du PowerPoint et tu mets en forme la conclusion de tes analyses que tu faisais sur le premier tiers, quoi. Ça doit être une idée un peu plus précise, mais encore une fois, retiens que ça dépend vraiment des boîtes et encore une fois du fonctionnement qui est mis en place. Ok, ça marche. Merci beaucoup. C'était tout pour moi. Cool. On a une question aussi de Mira, qui n'est pas encore élève ici, je pense. Bonjour. Salut. Oui. J'ai deux questions. Donc la première, en fait, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, j'ai entendu dire que les meilleurs data analysts, c'est ceux qui connaissaient aussi la data science. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous-même, vous êtes aussi formé en data science un peu plus profondément, on va dire? Je pense que pour le bien de tous, du coup, comme on disait, genre la data analyst, c'est encore quelque chose qui est pas bien défini. Donc dès que vous allez vous dire tiens, j'ai entendu que, remettez-vous en question, enfin remettez ça en question, vraiment. Et encore une fois, quand on parle de meilleur, ça veut dire t'es dans un contexte particulier. Alors moi, dans mon contexte, par exemple, être meilleur parce que t'as un background data scientist ou quoi, pas sûr. Donc c'est vraiment, enfin, ouais, j'ai l'impression de vous répondre un peu à côté ou de la faire de langue de bois, mais ça va vraiment dépendre du contexte. En fait, il faut vraiment que vous dites c'est quoi le contexte. Si votre client il a juste besoin d'analyse, que vous faites de la data science, ça a peut-être pas d'intérêt parce qu'il a déjà un besoin exprimé. Si son besoin exprimé, il a peut-être besoin de se dire ok, il a pas besoin d'avoir une décision à prendre, il a besoin même par exemple, si tu vas lui donner les informations pour qu'il prenne sa décision de la meilleure façon. Si il a une décision à prendre, il sait pas trop comment la prendre ou ça, c'est là où tu te dis ok, bon bah maintenant j'ai mon analyse, ok pour prendre la meilleure décision, et c'est là où tu viens dans la data science, et que tu vas peut-être pouvoir lui apporter 2-3 trucs en plus, mais il n'y a pas de meilleur ou moins bon, ça va vraiment dépendre du contexte. Ça va vraiment dépendre du contexte. Voilà. Et sinon, moi j'ai fait des formations un peu en data science, du coup j'ai des connaissances. Aujourd'hui j'ai des connaissances qui me servent pas à en faire, mais plutôt à me dire quand j'ai des mecs qui font de la data science en face de moi, pouvoir les challenger très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, un vrai problème de la data science, c'est le fait que ça soit une boîte noire. Enfin, que les algos, quand ils sont développés, il y a quand même beaucoup cette tendance à avoir la partie boîte noire. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter dans les métiers, parce que le but, c'est quand même de garder une expertise métier. Enfin, voilà pour ma partie. Ouais, moi, je peux essayer de répondre. Je suis pas d'accord avec cette affirmation. Là où je peux parfois la rejoindre, c'est que en fait, les compétences d'un data analyst, un data scientist les possède aussi, mais c'est pas pour autant que il sera meilleur. Du coup, par contre, il peut être moins bon sur les compétences data analyst. En gros tout ça pour dire que le data scientist a plus de compétences en termes numériques que le data analyst. Après, un très bon data analyst, pour le coup, n'a pas besoin, comme disait Damien, de maîtriser la data science, à aucun moment même. Et pour le coup, un très bon data analyst, et ça c'est pareil aussi pour un très bon data scientist, en fait ce qui va les différencier, c'est qu'il va avoir une très bonne connaissance des aspects métiers. Alors je sais pas si vous comprenez vraiment quand on parle de métier, mais en gros ça va être un data analyst ou scientist qui travaille pour les paris sportifs par exemple. C'est un expert des paris sportifs, quoi. Et ces analyses ou ces modèles, s'il est data scientist, vont être beaucoup plus pertinents parce qu'il connaît ça par cœur et qu'il va lui-même pouvoir rajouter, être proactif sur la définition des problèmes. Je vous ai donné l'exemple des paris sportifs, ça peut être pareil sur l'industrie de l'agroalimentaire, l'industrie des cosmétiques, la santé par exemple, ou les finances publiques dont parlait Clara. En gros, c'est des sujets tellement compliqués que les data analysts ou scientists, à un moment, pour devenir très forts, ils vont devoir réussir à bien comprendre les sujets et en fait développer une certaine expertise là-dedans, quoi. C'est plus ça qui va faire de toi quelqu'un de plus pertinent. C'est ça. Par exemple, tiens, moi je vais te donner l'exemple
l'exemple de ce que j'ai ici, on a deux types de technologies, soit on fait par des pochons, soit on fait par des barquettes. Bah, les pochons, je sais qu'au vu de la technologie, j'ai un écart de 0,3 grammes sur 100 grammes, alors que sur mon type de barquette, je vais avoir un écart de 2 grammes sur 100 grammes, parce que c'est pas la même technologie, et rien que de fait de savoir ça, quand tu vas faire des analyses et que tu vas les présenter, tu vas dire attention, là où j'ai ce résultat-là, mais j'ai un écart de 2 grammes, potentiellement j'ai un écart de 2 grammes tous les 100 grammes, alors que là j'ai un écart de 0,5 grammes tous les 100 grammes. Et ça, si tu connais pas le métier, si t'es pas allé sur le terrain, si tu connais pas, si justement t'es pas au moins une expertise métier, bah ça tu le verras pas quoi. Et ça on peut donner, je peux donner, c'est ce que je revenais avant, quand je disais pour mon client la Royal Canin, quand ils ont fait une expertise, quand ils ont fait une analyse de données, bah les mecs c'était des data analystes, mais ils connaissaient rien au métier, et ils ont pondu un truc, bah non c'était pas bon quoi. Et c'est là où ils se sont dit bah il faut qu'on le fasse plutôt en interne. Voilà. C'est clair pour l'expertise métier, je pense que Marie a bien résumé, mais des fois c'est vrai que... Oui, merci beaucoup. Du coup, ma seconde question, elle n'a pas trop de rapport. En fait, moi, mon background, c'est que j'ai fait un master 1 en marketing digital, master 2 en data marketing. Et en fait, je voulais savoir, bon ça, je sais pas si vous savez, mais en fait, j'ai peur que quand j'essaie de rentrer dans le monde un peu de data analyse, on me pousse directement vers un taf qui va être un peu plus orienté marketing, voire même full marketing. Donc, je voulais savoir si vous pensez que c'est quelque chose à mettre en avant pour moi ou quelque chose un peu pas caché, mais voilà, pas trop parler de ça non plus, quoi. Moi, je peux essayer de te répondre parce que c'est une question que je me suis posée. En fait, ça dépend de ce que toi, tu as envie de faire. C'est vrai que la donnée en marketing, c'est même un métier en tant que tel. Elle est ultra présente et c'est celle aujourd'hui que les entreprises ont le plus d'envie d'étudier en priorité parce que c'est celle qui peut rapporter le plus rapidement de l'argent. Donc, si tu as envie, toi, d'aller traiter des données marketing, déjà, tu vas devoir bosser parce que c'est, comme je disais, un monde à part entière. Il y a des vrais, du vocabulaire, des outils spécifiques à connaître. Et ça pourra, du coup, en plus, réutiliser tes compétences. Après, moi, dans mon cas, je sais que j'aime pas particulièrement ça, le marketing. Donc, pour le coup, je refuse pas mal d'offres dès que en fait, je fais ce travail régulièrement de dire, mais attendez, là, vous parlez d'un poste de data analyst et ça a l'air super lié au marketing. Et en fait, souvent, ils répondent, bah oui, en effet, c'est même pour travailler avec les équipes marketing. Et moi, dans ces cas-là, je réponds que ça m'intéresse pas. Donc, c'est à toi de voir. Les deux sont tout à fait possibles. Si tu as envie de creuser la data marketing, ça sera un atout pour toi, en fait, d'avoir ces études-là. Si, pour le coup, tu en as fait assez et tu as envie de traiter d'autres types de données, l'enlève pas, mais dis que maintenant, tu es data analyst et que ça t'intéresse pas de faire de l'analytics, des cookies... Ouais, c'est ça, ça n'empêche pas de laisser cette compétence présente sur le profil, mais de juste dire, ça, c'est pas ce que je veux faire. Enfin, le titre, par exemple, du CV, ce serait celui que tu vises, mais pas celui pour lequel tu as déjà les compétences, quoi. C'est ça, quand tu postes sur une boîte, le but, c'est que ton profil, il ait un fil rouge, en fait, et que ton fil rouge, il se termine sur le boulot que tu as envie. Donc, tu as fait une formation marketing, ok, tu la gardes parce qu'il faut la laisser. Tu la mets, mais par contre, tu vas peut-être pas la mettre autant en avant que si tu cherches un boulot en data analyse pour marketing. Typiquement. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y a ce point de vue où il y a aussi le point de vue de te dire, écoute, je cherche un premier emploi qui touche un peu à la data, donc je vais le laisser et ça sera une première opportunité. Moi, c'est vrai que c'est ce que je fais là. Là, j'ai pas un travail qui va être directement dans la data analyse, mais je me dis, ok, c'est une belle opportunité, c'est un premier emploi. Et par la suite, ça ajoute en fait des lignes à mon CV. Donc par la suite, je vais peut-être trouver quelque chose qui me correspond mieux parce que j'aurai plus d'expérience et je serai plus légitime aussi. Donc c'est vrai que pour moi, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que, à part si vraiment ça t'intéresse absolument pas de faire quelque chose dans le marketing, moi je me dis que tout ce qu'on a fait avant n'est jamais perdu et est toujours une opportunité pour décrocher un premier emploi qui se rapproche un peu du nouveau domaine dans lequel on est. Donc ça peut être un premier pas que de chercher dans ça, quoi.
Ok, bah merci beaucoup pour vos réponses. Super. On a une question de Pollux. Bonjour, bonjour. J'aurais voulu vous demander si si vous pourriez un peu me dire s'il y avait besoin en fait d'avoir des compétences poussées en statistique pour passer les entretiens techniques, ou si vraiment les niveaux basiques ça permettait une fois qu'on commence à travailler de quand même faire des hypothèses sans avoir des compétences mathématiques poussées et aussi réussir les entretiens techniques. Alors, pour moi, il n'y a pas besoin, peut-être que je me trompe, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir les plus grandes capacités du monde en statistique. Pour les entretiens techniques, je pense que par exemple, on va dire, vous allez avoir un entretien technique sur du SQL. Tu sais que tu vas devoir bachoter un peu ton SQL avant de passer l'entretien technique. Et je crois pas que pour devenir data analyst, il faille vraiment être un expert en stats. Pour ma part, en tout cas, c'est ce que j'ai chouette, compris. c'est rassurant à ce niveau. Pour compléter, moi je te dirais que pour être data analyst, 100% d'accord avec Clara, c'est pas nécessaire. En revanche, pour être data scientist, c'est sûr, c'est le bloc de compétences important, les statistiques. Du coup, oui, mais aussi par rapport à... Est-ce que, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais à ce niveau, est-ce que on est souvent amené à collaborer avec des data scientists? Est-ce que du coup on a besoin de comprendre vraiment ce qu'ils font pour juger à peu près le travail qu'ils nous partagent et qu'on doit présenter? Alors, ouais, tu vas collaborer avec eux. Déjà, s'il y a des data scientists, il n'y a pas besoin dans toutes les boîtes d'avoir des data scientists. Si ta boîte elle fait pas d'IA, en fait, ce que je disais, il y a plus de besoin de data analyst parce que toutes les boîtes ont besoin de data analyst, alors que data science, il faut faire de l'IA. Donc parfois, tu pourras être amené à collaborer avec eux si tu fais de l'IA, mais en revanche, tu vas pas collaborer avec eux sur leur partie qui est à eux, c'est-à-dire faire des modèles et utiliser des compétences en statistique. Donc non, tu n'auras toujours pas besoin forcément d'avoir ces compétences-là. Là où tu vas collaborer avec eux, c'est sur le nettoyage des données, la compréhension du besoin métier, et du coup, comment on essaye de répondre à la problématique, quoi. Mais à quel moment, des fois, tu dois leur faire des dashboards à leur place ou faire des présentations à leur place, quoi? Si, tu peux, mais ça, c'est des compétences que toi, tu maîtrises. Tu vas pas... par exemple, si tu vas devoir expliquer leur modèle, ça va être à eux de te le vulgariser, tu vois. Mais en tant que data analyst, t'es pas supposé comprendre leur formule et leur modèle, tu vois. Au contraire, là où ça va être intéressant, c'est toi, tu vas pouvoir juger de si eux sont capables de le vulgariser et de t'expliquer les différents paramètres qui sont intéressants dans leur modèle. Ah c'est chouette, c'est rassurant, mais du coup il n'y a pas de problème de responsabilité. Si par exemple je sais que les modèles des data scientists ça peut vite être foireux, donc si toi tu présentes un de leurs modèles et que tu l'as pas forcément compris et en fait que c'était n'importe quoi, ça va pas forcément te tomber dessus. Non, mais c'est aussi ce que disait Damien tout à l'heure. Moi j'ai un peu fait comme lui, j'ai essayé de comprendre les bases de la data science. Ça pourra toujours te servir pour essayer déjà de comprendre à quoi ils servent, comme tu dis, essayer de distinguer les data scientists un peu escrocs de ceux qui sont vraiment compétents. Ça c'est utile, tu vois. Après, moi j'ai essayé de faire de la data science et typiquement je suis pas très matheuse comme personne, donc je me suis rendu compte, ça m'a confirmé ce qu'on dit, que genre c'était pas vraiment pour moi, j'avais pas grand chose à apporter dans cette filière-là, tu vois. C'est vraiment deux choses différentes et c'est à chacun de voir là où il sera le plus pertinent. Mais on va pas te demander, toi, d'aller... Déjà, il y a beaucoup de data scientists qui sont pas capables d'expliquer leur propre modèle ou le modèle qu'ils utilisent. Donc on va pas te demander en tant que data analyst, tu vois. Alors, ouais, c'est rassurant de ce côté-là. Pour terminer, alors moi j'ai fait pas mal de maths assez poussées quand j'étais en école. Et vraiment en data analyse, t'as besoin des principes, vraiment des trucs de base qu'il y a dans le parcours, c'est largement suffisant. De toute façon, encore une fois, dis-toi encore que quand tu vas être en face de gens, la plupart des gens, ça va pas être des matheux ou ça va pas être des data, donc en fait, tu vas te limiter à médiane, moyenne, et puis écart type, et puis la loi normale. En gros, tout va se mettre un peu autour de la loi normale. Deuxième chose, pour tout ce qui est responsabilité, c'est comme tout dans n'importe quel projet, il te faut
une matrice RACI, il te faut une matrice des responsabilités. Et il faut que tu saches quand tu fais quelque chose, quel est ton périmètre et sur quoi tu es responsable et de quoi tu es responsable. Et ça, il faut l'agréer avec le client. D'accord, bon, oui, il faut qu'à un moment donné, au moment où tu présentes ton truc, ils savent déjà ils sont déjà au courant de qui est responsable de quoi. Oui, mais ça c'est même avant, c'est au tout début dans le questionnement ou dans l'expression du besoin, quand tu vas signer le contrat ou quoi, ça va être un projet, c'est un budget, un temps et un périmètre. Budget, scope, timeline. Oui, de toute façon, il y a une communication tout au long avec oui, voilà. le client. Donc. Mais c'est juste bien, mais les responsabilités, les personnes ont parfois à tort ne l'écrivent pas sur papier, noir sur blanc dès le début. Et derrière, comme il n'y a pas de responsabilité définie, tout le monde se cache un peu. Non, on n'a rien de défini. Moi, c'est le data scientist. Le data scientist, moi, le data analyst, il a rien compris, c'est son problème. Et du coup, près derrière, c'est chiant. C'est pour ça que je recommande, mais ça, c'est de la gestion de projet au-delà de métier de data analyst. Ça s'applique à n'importe quel métier. C'est un projet, vous avez un périmètre. Vous évitez d'en sortir. Si vous devez en sortir, il faut l'avis du client et surtout une responsabilité. Toi, tu es responsable que ce que tu délivres, les calculs que tu délivres, ils sont bons. Par contre, est-ce que tu es responsable que les données soient pas bonnes, etc. Je sais pas. Tu vois, c'est à définir. Tout ça, c'est à définir. Tu conseilles de vraiment définir à chaque projet les responsabilités de chacun. Ouais, c'est même n'importe quel projet, tu dois avoir des responsabilités. Chacun doit savoir où sont ses responsabilités et où est son périmètre en fait. Voilà. Si par exemple aujourd'hui je vais aussi avoir la responsabilité d'aller chercher les données sur le terrain, mais normalement un data analyst lui il a la responsabilité de chercher les données, qu'on lui file les données, c'est la responsabilité du data engineer. Tu vois, ça va dépendre de la structure. Ça dépend ce que tu as comme métier, quelle responsabilité tu as. Mais tout projet doit bien être défini. Yeah. Trop chouette. Mais c'est vrai que, juste pour rapidement rebondir sur ça, à l'inverse, c'est d'une vision un peu plus positive dans le sens où si tu intègres une entreprise en tant que data analyst, mais tu es intéressé par la data science et il y a des data scientists, je sais que moi, voilà, on m'a pas mal parlé du fait que dans certaines entreprises, il pouvait aussi y avoir du partage de connaissances et du coup, tu peux intégrer une équipe en tant que data analyst, mais monter en compétences dans la data science, bien sûr, si ça t'intéresse. C'est quelque chose qu'on peut te proposer aussi dans certaines entreprises, donc ça peut être bien aussi, quoi. Finalement, avec ce métier, on peut un peu s'adapter, un peu tout faire au fur et à mesure, suivant là où on se retrouve. Vu que tu vas être un peu au carrefour de tout, c'est-à-dire avec le carrefour métier, carrefour data, en fait, tu vas être un peu à l'intermédiaire. Donc, si tu as envie de te spécialiser finalement en disant dans l'un des deux secteurs, en venant plus du côté data ou du côté juste pur informatique ou alors du côté métier, dire c'est bien la data, mais finalement j'aime bien être expert de ce que je fais, l'expert métier de ce que je fais, et donc plus aller dans l'expertise métier, ouais. Et niveau connaissance de l'infrastructure, est-ce que vous conseillez de prendre des notions de certaines choses? C'est-à-dire infrastructure informatique? Ouais. Pour des projets data? Oui. Moi, ce que je conseille, c'est de tester soi-même et d'essayer, si ça t'intéresse, de mettre en place un genre de petit data warehouse sur une solution cloud Amazon, Google ou Microsoft. C'est comme ça que tu apprendras le mieux, en fait. D'accord. Mais moi, ce que je te conseille surtout, c'est d'intégrer la formation THP. Non, mais on te donnera les clés pour ça. Marie te donnera les clés pour ça. Ça va, j'en suis assez convaincu. Mais du coup, oui, c'est des points super intéressants du coup à rajouter aussi dans son CV, j'imagine, d'avoir déjà créé un data warehouse et d'avoir manipulé un peu des éléments à ce niveau. Ouais, clairement. Aujourd'hui, c'est devenu tellement peu cher en fait comme techno que la plupart des boîtes, alors qu'avant c'était pas le cas, tu vois, mais elles ont des entrepôts de données, c'est le français pour data warehouse. Et du coup, si tu dis que tu l'as déjà fait, ça c'est une compétence qui est encore plus rarissime aujourd'hui, data engineer, et qui va exploser. Et typiquement, si tu dis que tu as déjà su le faire, que tu maîtrises une des 3 technos dominantes, c'est assez balèze, ouais. Trop chouette. Merci beaucoup. Je t'en prie. Peut-être on peut prendre une dernière question. Ouais, totalement. Pour l'instant, personne ne lève la main. Petit check dans le chat.
Ouais, pas trop de questions. Hein. Si là, ça fait déjà 1 heure qu'on est tous ensemble. Donc, je vous propose qu'on termine là si jamais il n'y a pas de petites questions, de petites idées qui vous passent par la tête, des petites réflexions, remarques. Ok. Bah, en tout cas, pour tout le monde, bah, moi personnellement, je ne vais pas parler au nom de Marie ou Clara, mais vous avez mon contact. Vous pouvez me contacter en direct sur Discord ou Slack. Je ne promets pas de répondre dans l'heure, mais voilà, si vous avez d'autres questions, d'autres besoins, n'hésitez pas. Je reste dispo. Super, c'est cool. Du coup, c'est cool d'avoir pu échanger. Vous aviez des super questions, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Ouais, et puis au besoin, on peut refaire un deuxième volume. Je sais qu'il y a des data analysts, enfin il y en a un pour l'instant qui est intéressé pour faire un volume 2. Donc voilà, à voir si vous voulez revenir dans le volume 2 ou pas. Mais ça, voilà, on peut envisager des petites suites de ça. Avec plaisir. Ouais, c'est cool. Ouais, sur ce, je souhaite ce, une belle bonne journée après-midi à tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. À plus, merci beaucoup d'avoir intervenu. Merci encore pour au l'invitation, public. Jocelyn. Avec grand plaisir. On se dit à bientôt. Ouais. Bon courage. Allez, au revoir. Salut. Ciao. Ciao.